C'est pas bon. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bon, pour moi, c'était un peu une évidence parce que j'ai vécu en Espagne et quand un monsieur Lopez vous demande de venir, c'est toujours avec grand plaisir. Je vais parler des élus locaux pour vous engager à participer à l'aventure de 2020, des élections municipales de 2020. On a parlé lors de la première partie des difficultés et il y en a, il ne faut absolument pas les nier. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'un mandat d'élu, ça vous change une vie. Et donc, véritablement, je pense que vous avez tout intérêt à vous engager et vous avez tout intérêt à porter les idées qui sont les vôtres. La société est telle qu'elle est, mais il faut, à partir d'un certain moment, des affirmations. Et les affirmations, ça commence toujours, les commencements sont toujours compliqués. Mais c'est toujours, en général, des idées qui cheminent localement, qui vont se propager sur l'ensemble de la société. J'en donnerai en particulier une qui m'est assez chère, c'est Territoire zéro chômage de longue durée, un projet que j'ai porté au sein de la ville de Thiers et qui a été, de mon point de vue, le plus beau projet que j'ai eu à porter. Et je vous expliquerai pourquoi un projet qui est d'apparence absolument locale a une portée universelle. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut exiger d'un élu local, c'est toujours d'avoir une vision évidemment locale de sa commune, de sa communauté de communes, de son coin de territoire, mais toujours avec une idée universelle, toujours le lien entre les deux, essayer de faire en sorte que ce que vous allez porter localement résonne universellement et puisse être par la suite reporté à l'échelon national, voire même au-delà. Sur le rôle de l'élu local, alors j'ai repris une citation de Tocqueville. Tocqueville, c'est un des grands penseurs libéraux, donc c'est pas forcément un de mes amis politiques, mais par contre, sur cette phrase, il dit enfin, véritablement ce qu'il faut en penser. Il dit que c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. C'est-à-dire que véritablement, la commune, l'échelon communal, sans l'échelon communal, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, ça ne commence pas au niveau national, c'est véritablement au niveau local, parce qu'il y a des élus locaux, que vous avez un système démocratique. Alors, on abordera par après les difficultés inhérentes au système de démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est les débuts de l'âge démocratique, mais ils ne sont pas suffisants. Et un élu que vous pourriez être devrait penser aux nouvelles formes justement de démocratie, de radicalisation de la démocratie. Comment faire pour justement faire autrement que ce qui a été toujours fait au cours des dernières années. Alors, sur le rôle de l'élu, déjà vous avez deux possibilités. Soit vous êtes élu dans l'opposition, soit vous êtes élu dans la majorité. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais même si vous êtes un élu de l'opposition, vous avez des choses à faire. Alors, un élu de l'opposition, dans un système comme le français, qui est assez spécial, parce que le système français, en fait, d'une certaine manière, réverbère l'idée de pouvoir très verticale que nous avons depuis la présidence de la République jusqu'en bas, avec un maire qui est un peu, parfois, un roitelet au sein du conseil municipal, c'est-à-dire que s'il a une majorité, et vous le savez, une liste au conseil municipal, en fait, nous avons un système, ce qu'on appelle proportionnel majoritaire, c'est-à-dire que la liste arrivée en tête va obtenir immédiatement 50% des sièges, plus sur les 50% restants, le pourcentage qu'ils ont fait aux élections municipales. Imaginez que vous êtes la liste arrivée en tête avec 40% des sièges, vous allez avoir les 50% des sièges, plus 40% de 50%, donc en tout, vous allez avoir 70% des sièges. Vous voyez l'inégalité entre ce que vous allez, ce que va donner les élections et ce qui va se passer par après. Et donc vous allez avoir par après une élection au sein du conseil municipal pour élire un exécutif, donc le maire et les adjoints. Et le maire, s'il construit bien sa liste, en fait, est intouchable. Il faut vraiment qu'il fasse n'importe quoi pour que sa propre majorité
le répudie. Et ça, de mon point de vue, c'est déjà un problème. Alors, pour que l'opposition utilise bien ses droits d'opposition, vous avez un certain nombre de documents. Le premier d'entre eux, c'est un document qui n'est pas forcément très utilisé, qui est le règlement intérieur du conseil municipal. Dans ce règlement intérieur du conseil municipal, on va expliquer comment vont se passer les conseils municipaux, c'est-à-dire comment on donne la parole. Il y a certains conseils municipaux, dont le mien, où l'opposition a des droits de parole absolument... il suffit qu'il lève la main pour avoir accès à la parole, et d'autres conseils municipaux, par exemple, les membres de l'opposition doivent demander une semaine en avance, écrire les questions qu'ils vont poser au moment du conseil municipal. Donc vous voyez déjà les différences qu'il peut y avoir d'un conseil municipal à un autre. Et donc le règlement intérieur du conseil municipal, c'est quelque chose que vous allez voter dans les 6 mois après l'élection. Et donc vous avez un intérêt à ce qu'il soit marqué plutôt en votre faveur, donc être capable de faire des propositions dès votre arrivée, même si vous êtes membre de l'opposition, pour le rendre le plus démocratique possible. Il y a des droits qui sont reconnus par le Code général des collectivités territoriales, donc des droits d'accès à certains dossiers, ça ne fait pas partie du règlement intérieur, mais par contre, il y a des choses qui peuvent être améliorées, et de mon point de vue, vous auriez tout intérêt à vérifier ce point de vue. Les autres points, c'est que si vous avez, on va dire, des documents qui sont édités par la commune, alors il peut y avoir des revues, il peut y avoir des pages soit Facebook, soit d'autres types, les membres de l'opposition ont droit à un encart particulier pour exprimer leur point de vue. Et donc il faut absolument le réclamer et faire droit de ce que vous êtes pour exprimer ce que vous estimez devoir exprimer. C'est-à-dire que l'opposition, c'est à la fois un travail de construction d'une future majorité et aussi un travail, on va dire, de nuances, d'opposition par rapport à ce que fait la majorité qui est à l'œuvre sur un territoire donné. Vous avez aussi, sur certaines villes, alors je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous sont sur des villes de plus de 10 000 habitants, mais vous avez quand même sur des villes de plus de 10 000 habitants aussi droit à un local pour vous permettre justement de travailler dans des conditions acceptables. Donc tous ces droits-là, vous devez les utiliser de manière à pouvoir faire votre travail dans les meilleures conditions possibles. Tout à l'heure, je parlais avec une des dames ici qui est dans un collectif justement visant à défendre la régie publique de l'eau sur une commune. Là aussi, l'opposition a des moyens de se faire entendre. Alors, évidemment, il y a le cadre réglementaire qui d'ailleurs dépasse aussi bien la majorité que l'opposition, mais malgré tout, vous pouvez élever la voix au sein d'un conseil municipal pour dire nous ne sommes pas d'accord, argumenter et faire passer le message au niveau des citoyens et construire d'une certaine manière le lien entre représentants que vous seriez et l'ensemble des comités citoyens. Alors, dans une majorité, vous avez beaucoup plus de pouvoir et il faut les utiliser le plus possible, comme je l'expliquais, de manière à mettre en œuvre une politique donnée. Alors, j'évoquerai un certain nombre de dossiers que moi j'ai portés, j'expliquerai dans quelles conditions, mais on a évoqué tout à l'heure les difficultés qui étaient nées, on va dire, du grand chambardement institutionnel. Vous avez eu une réunion il y a 2 semaines, c'est ça ? Un mois, sur la réforme territoriale. C'est vrai que c'est quelque chose qui a fortement bouleversé l'ensemble du panorama institutionnel français, qui est véritablement une affirmation, on va dire, du phénomène métropolitain dans sa philosophie générale. Ce que l'on peut voir, c'est justement la manière dont la commune est
de plus en plus le parent pauvre du système institutionnel français. C'est-à-dire que de plus en plus, les compétences qui étaient de la commune sont transférées d'une manière obligatoire ou pas au niveau des intercommunalités, avec un effet de cliquet qui rend très difficile de retransférer du coup, de la communauté de communes vers les communes. Et ça va avoir un impact assez important. Alors déjà parce que tout le monde connaît son maire, tout le monde connaît les conseillers municipaux. Il est possible que vous connaissiez au moins le nom du président de la communauté de communes, mais est-ce que vous le rencontrez aussi facilement? Il y a un effet de nombre, de toute façon, qui fait que ça rend beaucoup plus difficile les liens entre citoyens et élus. Dès que vous avez une masse importante, un nombre de citoyens par élu qui va être grande, plus ce sera difficile pour qu'il y ait un lien direct entre les élus et la population. Et donc forcément ça a des impacts parce que tout politique en fait écoute malgré tout ce qui lui est dit, mais à partir du moment où vous êtes protégé d'une certaine manière par on va dire des services administratifs et avec aucune obligation véritable de rencontrer au jour le jour les citoyens comme va le faire un maire d'une commune rurale avec 500 habitants où il va être pratiquement tous les jours interpellés sur un problème particulier, vous vous rendez bien compte que les élus vont être beaucoup plus sensibles, non pas aux citoyens, mais à l'ensemble des lobbies. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant et c'est à vous aussi de faire en sorte de rendre du pouvoir, même au sein de l'intercommunalité. Il y a quand même des moyens de faire. Je vois sur la nôtre, Tiers d'Or-Montagne, on a tout fait pour maintenir un équilibre entre communes et communautés de communes, avec des choses qui se passent au niveau des mairies, c'est-à-dire que l'Interco, évidemment, officie sur l'ensemble de son périmètre, mais est très présente au niveau des mairies de l'ensemble de l'intercommunalité. Alors... Pardon, avant d'aller plus loin, c'est juste pour la salle. Pour les petites communes, on ne peut pas demander de salle. Alors, il faut trouver. On a le droit de faire dans des salles privées? Pardon? Pour les salles, pour les petites communes, les villages? Non, en fait, alors, c'est pas que le maire peut décider de lui-même de vous proposer une salle. Par contre, le Code général des collectivités territoriales le prévoit obligatoirement, simplement à partir de certains seuils. En fait, ça fait partie, on va dire, des problématiques de très long terme. Il y a des obligations qui sont faites aux communes plus grandes de permettre à l'opposition de vivre dans des conditions bien meilleures que dans les petites communes. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que malgré tout, dans les petites communes, l'opposition est beaucoup plus audible, précisément parce qu'on est sur 500 habitants et que les élus de l'opposition peuvent faire le tour de la population, alors que dans une ville de plus de 10 000, de plus de 100 000, ou voire au-delà, si on n'a pas des moyens de communication, ça va être très compliqué de faire passer un certain nombre de messages. Donc malgré tout, vous avez d'autres moyens à votre charge lorsque vous êtes dans des petites communes pour faire passer un certain nombre de messages. Sinon, on peut louer une salle ou enfin s'arranger. Louer, vous pouvez, mais ça va avoir un coût pour vous. Hein. Après, vous pouvez vous réunir aussi chez nous. On se réunit entre nous. Hein. Voilà. Alors, le rôle aussi de l'exécutif, il est particulier. On en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, c'est un peu comme en physique pour la lumière. Il y a une dualité onde-particule. Et le maire et les adjoints, il y a une certaine dualité. Ils sont à la fois des élus qui doivent mettre en charge un programme qu'ils ont proposé à la population, un certain nombre d'idées. Et de l'autre côté, ils sont aussi des représentants de l'État. Et à ce titre, ils sont en général officiers, alors officiers de police judiciaire, officiers de l'état civil, officiers de police administrative, avec des obligations qui découlent non pas de leur rôle en tant qu'élus, mais en tant que représentants de l'État. Et donc avec des obligations qui leur sont particulières. On a parlé tout à l'heure justement des difficultés qu'il pouvait y avoir. Certains élus sont obligés... Normalement, la loi les oblige à faire un certain nombre de choses. Ils le font pas. Certains se mettent délibérément hors la loi
pour ne pas commettre des choses qu'ils estiment contraires à leur conscience. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un certain nombre de lois, normalement, les obligent à utiliser leur pouvoir de police. Alors, particulièrement sur l'eau, j'imagine que vous connaissez toutes les problématiques de l'assainissement non collectif. Sur notre commune, à Thiers, en fait, on a un relief très particulier. En fait, c'est une ville qui est à flanc de montagne, avec de la roche qui est en dessous, et en fait des assainissements non collectifs qui sont extrêmement chers, 8 000 € par assainissement non collectif en moyenne, et parfois ça peut monter jusqu'à 40 000 €. Sachant que Thiers est une ville qui a beaucoup souffert socialement, on est sur 2 quartiers politiques de la ville où le revenu médian est à 10 000 € par an, vous imaginez que de toute façon, même des propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires pauvres, on a cette problématique, on a beaucoup de propriétaires pauvres qui ne peuvent pas mettre en œuvre des assainissements non collectifs. C'est pas que... alors moi j'ai été élu en particulier chargé de l'eau et l'assainissement. Alors d'un point de vue environnemental, évidemment, il y a un intérêt à faire en sorte que les assainissements non collectifs puissent se mettre en œuvre. Par contre, de l'autre côté, vous voyez bien que de toute façon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Certaines personnes ne pourront pas le mettre en œuvre pour des raisons financières. Et donc, vous avez le choix, moi j'ai eu le choix, je l'ai tranché plusieurs fois, entre normalement envoyer des lettres et obliger à faire des travaux, ou faire comme si vous n'aviez rien vu. Sachant que si vous êtes attaquable au tiers, c'est-à-dire que si une association environnementale, par exemple, attaque parce qu'il y a on va dire, un point noir au niveau de l'assainissement qui se produit, vous êtes personnellement responsable. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème administratif qui est réglé au tribunal administratif, c'est aussi du droit pénal parfois, du droit civil et du droit pénal, et donc votre responsabilité peut être engagée. Ça, c'est à vous justement de juger en conscience jusqu'où vous êtes prêt à aller. Moi, je ne suis pas... d'une manière générale, je suis un républicain, donc j'aime appliquer la loi, mais j'ai quand même certaines limites. Et je pense que de toute façon, au fur et à mesure que vous verrez, parce que c'est quand même quelque chose qui est très prégnant dans les temps présents, un durcissement des politiques vis-à-vis en particulier des plus pauvres, vous aurez des problèmes de conscience de plus en plus marqués. Et donc ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est à vous de prendre vos responsabilités et d'avoir le courage de les assumer après. Sur les points sur lesquels j'aimerais revenir, en fait, alors moi j'ai été adjoint de la ville de Thiers. Je me suis occupé en particulier, donc j'ai dit, de l'eau, l'assainissement, l'environnement, le développement durable, d'un projet qui s'appelle Territoire zéro chômage de longue durée. J'ai été président d'un syndicat intercommunal à vocation unique des transports urbains thiernois, dont je parlerai aussi de mobilité. Et j'ai été vice-président d'un parc naturel régional. Nous sommes dans un parc naturel régional, donc j'en parlerai aussi, celui du Livradois-Forêt, qui a une particularité. Alors je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre, mais nous sommes dit un parc développeur, c'est-à-dire que nous avons une mission économique. Et donc, j'ai été vice-président à l'économie de ce parc et je parlerai d'un des dossiers que j'ai pu porter à ce moment-là. Et je terminerai sur la méthode, c'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir une démocratie réinventée, radicalisée, je dirais, pour mettre en œuvre, essayer de proposer d'autres voies que celles qui sont proposées. Alors, l'eau, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ce qui prouve combien c'est un sujet qui touche véritablement au plus profond l'ensemble des citoyens d'un pays. C'est assez simple, hein. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et en plus, l'eau est un bien de plus en plus rare. Bien de plus en plus rare, pour vous donner une idée, nous avons fait une étude, nous, sur notre... enfin, grosso modo, c'est ce qui correspond à notre communauté de communes. C'est pas exactement... Enfin, c'est les bassins de versants qui correspondent à une grosse partie de la communauté de communes. On a des cours d'eau, puisqu'on est dans une région de montagne où il y a quand même... il y a toujours eu beaucoup d'eau. Vous savez que le Massif central était appelé
le château d'eau de la France, donc il y a toujours eu énormément d'eau, et de plus en plus maintenant on a des problèmes d'approvisionnement en eau. Et par ailleurs, on a aussi des problèmes de pollution de certaines rivières, puisqu'on est un bassin très industriel, on retrouve des métaux lourds parfois dans les eaux, donc on a des problématiques de ce genre. Et au travers de ça, une des réflexions, alors là on rejoint justement l'agir local avec l'idée universelle, c'est comment mettre en œuvre une vision de l'eau qui ne soit pas une vision de bien marchand, mais bien une vision de bien commun. C'est-à-dire comment faire en sorte d'éviter que l'eau serve simplement pour des profits aux grandes entreprises. Donc on pense toujours aux mêmes, Veolia, Lassor, mais comment essayer de construire justement une vision de bien commun au travers de l'eau. Alors l'idée de bien commun dépasse très largement le cas de l'eau. En fait, il y a des débats au niveau théorique et de beaucoup d'intellectuels maintenant au niveau mondial. En fait, ce qu'on appelle les communs, c'est quelque chose qui, dans les débats, on va dire, actuels, prend une place de plus en plus importante pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a existé des communs au Moyen-Âge. En fait, l'idée de propriété n'était pas du tout quelque chose d'évident au Moyen-Âge. Il y avait à la fois des propriétés très privées, mais il y avait des propriétés qui étaient communes, qui appartenaient à tout le monde, où les gens venaient, par exemple, faire paître leurs bestiaux, ou même des moulins qui étaient banaux et qui servaient à l'ensemble de la communauté. En Angleterre, au XVIe siècle, un peu plus vers 1500, 1510, a commencé un phénomène qu'on appelle le phénomène des enclosures, où on a privatisé et exproprié l'ensemble de ces biens communs pour les donner à des propriétaires particuliers. En général, c'était plutôt les seigneurs, et il y a eu tout un discours qui a favoriser ces expropriations-appropriations, en particulier de philosophes. Donc vous connaissez sans doute les philosophes anglais Hobbes et Locke. Locke explique très bien que pour que les terres doivent être utilisées de manière à être valorisées économiquement, et sinon on peut se les approprier. Et ça a permis à la fois le phénomène des enclosures en Angleterre et le phénomène de colonisation au niveau des colonies anglaises. C'est-à-dire un discours qui favorisait cette vue d'appropriation des terres, aussi bien d'un point de vue très local que d'un point de vue international. Et dans les derniers temps, il y a eu une prix Nobel, on dit prix Nobel d'économie, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais Elinor Ostrom qui a travaillé sur ces communs en remarquant en particulier que lorsqu'une ressource est rare, alors ça peut être du poisson, ça peut être de l'eau, il y a des règles qui peuvent être mises en commun et qui permettent à la fois de régler un problème social et de régler des problèmes environnementaux. Et donc, il y a un intérêt au niveau local de se réapproprier de cette notion de commun et de lutter contre cette vision très prégnante maintenant de généralisation de biens marchands. C'est-à-dire que tout ce qui a eu lieu depuis les années 70, en particulier le brevetage du vivant, un certain nombre de choses comme ça, toute la propriété intellectuelle, on est en train, au niveau mondial, de vivre une seconde enclosure, allant chercher justement des profits sur des choses qui jusqu'à maintenant étaient hors domaine marchand. Et donc la défense des communs, c'est aussi une vision qui peut être menée au niveau local dans une visée universelle. Sur les transports maintenant, alors vous avez, d'après ce que j'ai compris, aucune autorité organisatrice de la mobilité sur votre territoire. Une ville peut être autorité organisatrice de la mobilité et faire en sorte que des transports, aussi bien en commun ou autres, soient utilisés au bénéfice de l'ensemble de la population. Sur Thiers, nous avons
J'ai pas compris, ça fait partie des compétences? Ça en fait pas partie. Alors, justement, vous avez la possibilité de l'utiliser ou pas. Si vous n'avez, enfin, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez aucun transport urbain. Donc, vous avez utilisé cette compétence ni au niveau de la commune, ni au niveau de l'intercommunalité. Donc, aussi bien une commune que l'intercommunalité pourraient éventuellement prendre en charge cette compétence. À Thiers, nous avons une ville qui est à peu près de la taille de Foix, un peu plus grande, mais enfin ça correspond plus ou moins à cette taille-là. Et nous avions un syndicat intercommunal à vocation unique entre deux communes visant à avoir des transports urbains, donc plutôt des bus. C'était quelque chose qui fonctionnait assez mal, au sens où, grosso modo, 80% de ces bus servaient pour du scolaire. Donc, ce que vous connaissez, vous, par ailleurs, il existe déjà des bus scolaires sur votre zone, et à peine pour d'autres problématiques. Pour vous donner des idées, en fait, le budget mobilité des ménages devient un des budgets les plus importants pour l'ensemble des ménages. Et c'est surtout un budget qui est en pleine croissance. C'est-à-dire que vous avez le budget nourriture qui est en proportion de diminuer petit à petit depuis 15-20 ans. Vous avez le budget, le premier budget qui est le budget logement, qui, suivant les zones, soit est en augmentation lente, soit en augmentation un peu plus certaine sur les métropoles, et le budget mobilité qui est en explosion depuis maintenant 15-20 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la communauté de communes Thiers d'En-Montagne à laquelle j'appartiens, le pourcentage de revenus disponibles, c'est-à-dire le revenu qui correspond à vos salaires ou les apports, moins les impôts, moins les cotisations sociales, donc véritablement ce qui vous reste pour vivre, le budget mobilité correspond à 23% de l'ensemble de ce budget. Sur certaines communes plutôt de montagne, les communes les plus limitrophes, on peut monter jusqu'à 30%. Donc j'imagine que sur certaines parties de votre territoire, on n'est pas très loin de ces chiffres, et vous vous rendez compte que la mobilité, c'est pas simplement un problème, on va dire, de se déplacer d'un point A à un point B, c'est un problème qui peut être vu sous l'angle environnemental, sous l'angle social, sous tous les angles, vous pouvez traiter de cette question, et même d'une certaine manière, je dirais, du développement économique, parce qu'on a des entreprises qui cherchent des salariés, et de l'autre côté, des salariés qui ne peuvent pas se diriger vers des entreprises parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, nous avons essayé de travailler sur ce dossier. Alors là aussi, au niveau législatif, il y a eu un chambardement depuis 2014. Jusqu'à maintenant, en fait, il y avait des autorités organisatrices des transports urbains, c'est-à-dire qui s'occupaient des bus urbains et de rien d'autre. Depuis, nous avons maintenant des autorités organisatrices de la mobilité. Alors, ça a l'air d'être un simple changement de nom, mais ça va un peu plus loin. C'est que vous pouvez utiliser votre budget en dehors des bus pour faire d'autres choses. Ça peut être du transport, organiser des transports autres. Alors, les vélos assistance électrique, vous pouvez favoriser tout ce qui est partage de la voiture, donc covoiturage, autopartage, des transports solidaires. Vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez travailler et créer quelque chose qui ait une certaine cohérence. Alors, pour vous donner un peu une idée, Thiers d'En-Montagne, c'est une croix qui est relativement densément peuplée, où vous pouvez mettre des transports urbains, et tout le reste, c'est des territoires très ruraux, où là, les transports par bus n'ont aucun impact, parce qu'on n'est pas capable non plus d'avoir un budget suffisant pour avoir des bus tous les quarts d'heure au niveau de ces zones. Alors, il y a en plus un point qui est important, c'est que vous avez la possibilité de prélever ce qu'on appelle un versement mobilité sur les entreprises et toutes les institutions publiques et privées de plus de 10 salariés
ça représente un pourcentage du chiffre d'affaires, et donc vous avez une manne qui vous permet de mettre en œuvre une politique. J'ai pas retenu le terme. Le versement mobilité. Alors typiquement, vous avez une entreprise de plus de 10 salariés, vous pouvez prélever jusqu'à 0,6% par exemple de sa masse salariale. Chez nous, ça représente grosso modo à 120 € par an et par personne pour une entreprise du territoire. Et 10 € par salarié. Donc avec 10 € par salarié, on est capable d'avoir, là où on avait une offre de transport simplement sur 2 communes, on va l'avoir sur 2 communautés de communes, et avec un cadencement, c'est-à-dire un nombre de bus alors c'est pas par minute, mais un nombre de bus par quart d'heure ou demi-heure qui va être très amplifié, et des offres autres sur le reste du territoire. En particulier, on va tester un certain nombre de choses. Alors, j'expliquais qu'il y a sur des parcs naturels régionaux, en particulier un qui est vers Saint-Étienne, il y a eu des tests d'autostop organisés. C'est-à-dire que vous avez des arrêts matérialisés exactement comme pour des bus, et il y a des voitures qui s'arrêtent, qui peuvent prendre ou ne pas prendre des passagers, et du coup utiliser la voiture un peu mieux que pour une seule personne. Alors, c'est à côté de Saint-Étienne, c'est une métropole, donc c'est pas forcément vrai dans tous les territoires, mais sachez que sur ce parc, en fait, les gens attendent en moyenne 5 minutes. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt véritablement à utiliser justement cette offre-là, précisément parce qu'on on renforce véritablement en fait, un transport à utiliser simplement si on n'attend pas trop l'offre qui lui est promise. Ça, c'est sur la partie mobilité. Autre dossier qui peut vous intéresser, parce qu'il y a une deuxième loi en préparation, c'est les territoires zéro chômage de longue durée. En fait, la ville de Thiers, alors sur ces 2 quartiers politiques de la ville, s'est lancée sur une expérimentation. Il y a une loi d'expérimentation qui a été promulguée le 29 février 2016, qui devait choisir 10 territoires en France pour mettre en œuvre une idée lancée par ATD Quart Monde, visant à changer complètement le regard que l'on pouvait porter sur les personnes privées d'emploi, privées durablement d'emploi, c'est-à-dire des chômeurs de longue durée. Et la réflexion, c'est qu'en France, les gens ont envie de travailler. C'est-à-dire que, contrairement à tous les discours que vous pouvez entendre, et ça je le démontrerai par après, les gens veulent travailler. Ce n'est pas un problème d'argent. Il y a de l'argent qui peut être redistribué d'une manière ou d'une autre, et il y a des activités utiles sur un territoire donné. Voilà les 3 préceptes lancés par ATD Quart Monde. C'est un projet qui a plus de 30 ans. Il a été porté par Patrick Valentin, qui était un membre d'ATD Quart Monde, qui a œuvré pendant 30 ans. Donc il y a eu en 2016 justement cette loi qui a été promulguée, qui a été votée à l'unanimité des 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat. Alors comme toujours dans des cas pareils, elle a été votée à l'unanimité parce qu'il y a des ambiguïtés dans la loi. À chacun d'entre nous de porter les ambiguïtés d'un côté ou de l'autre. L'idée, c'est que vous avez sur un territoire donné, alors c'est véritablement quand même une approche territoriale, vous avez des activités qui ne peuvent pas être faites au prix du marché, parce que au prix du marché, personne ne va les utiliser. Et pourtant, vous savez que ça peut apporter véritablement un bien-être pour le territoire donné. De l'autre, vous avez des personnes qui voudraient travailler mais ne le peuvent pas parce que le marché du travail est fortement touché, et particulièrement d'ailleurs, on note de plus en plus la fracture territoriale. Je vais donner un chiffre qui est assez emblématique, mais depuis 2006, dans le volume d'emploi ne croît plus que dans les territoires où il y a plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire les grosses métropoles.
dans tout le reste du territoire français, et c'est un phénomène qui dépasse le cadre français, on note une décrue du volume d'emploi. C'est-à-dire que les seules créations d'emplois nettes se font dans les très grosses métropoles. Ce qui veut dire que Territoire zéro chômage de longue durée, c'est à la fois un projet, je vais dire, pour lutter contre le chômage d'une manière générale, mais c'est aussi un moyen pour un territoire donné de se redévelopper. L'idée, c'est de créer des entreprises dites à but d'emploi et d'utiliser toutes les dépenses passives du chômage pour créer des SMIC en CDI dans cette entreprise à but d'emploi pour toutes les personnes volontaires qui appartiennent au territoire donné et sur des objectifs qu'ils ont co-créés avec vous. C'est-à-dire, typiquement à Thiers, on a reçu toutes les personnes qui étaient volontaires, on leur a demandé que savez-vous faire, que voulez-vous faire. C'est-à-dire on n'est pas dans le cadre de Pôle emploi, on ne leur demande pas un CV, on leur dit qu'est-ce que vous faites dans la vie courante, vous êtes capable de faire un certain nombre de choses, comment vous imaginez une activité qu'on pourrait travailler avec vous. Et c'est sur cette base-là qu'on a créé une entreprise dans un premier temps qui a été ouverte un 1er mai 2017 pour la fête du travail inversé. Aujourd'hui, elle compte 80 salariés. On vient d'ouvrir il y a un peu moins d'un mois une deuxième entreprise à but d'emploi qui embauche 15 personnes. Et l'idée, c'est véritablement d'aller vers ce que l'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le territoire se voit sans chômeurs de longue durée, donc sans personnes privées durablement d'emploi. Alors, pour moi, ça a été le plus beau projet de tout mon mandat, parce qu'en fait, humainement, il a été extrêmement riche, comme vous pouvez l'imaginer. La première fois que nous avons demandé, en étant en phase de candidature, il se trouve que moi, je venais de Madrid, comme je l'ai expliqué, et je connaissais l'un des députés qui était signataire de cette loi, un député qui était de la circonscription Portugal-Espagne, et je lui avais envoyé un message pour lui dire on aimerait se présenter, mais voilà, j'aimerais en savoir un peu plus. Il m'a dit c'est trop tard, les 10 territoires sont plus ou moins sélectionnés, vous ne serez jamais retenu. Mais il y a une deuxième loi en préparation, préparez-vous quand même. Donc du coup, je n'ai rien dit aux autres, et on s'est lancé quand même. Et il y a eu une telle énergie sur notre territoire qu'en fait, on a réussi à s'imposer entre des très gros. Il y avait Paris, il y avait un certain nombre de Lyon avec Villeurbanne qui avaient des moyens d'influence autres que les nôtres. Et malgré tout, on a réussi à faire en sorte que le territoire, d'un seul coup, revive d'une certaine manière. Alors, ce que je veux dire, c'est que la première réunion, on a invité l'ensemble des personnes privées d'emploi sur notre territoire, et il n'y avait pas un mot dans la salle, des visages fermés, parce qu'en fait, on leur prenait à la lune une fois de plus. Ils l'avaient tellement entendu qu'ils se disaient à quoi bon, enfin on vient quand même pour écouter, mais on n'y croit pas plus que ça. Et en plus, on voyait les duretés de la vie qui les avaient fortement touchés. Donc c'était un peu dur. On avait invité justement des territoires. Il y avait 5 territoires qui s'étaient lancés avant même que la loi ne soit promulguée pour essayer de pousser. C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient absolument aucune certitude quant à la possibilité d'une loi. Et ils s'étaient lancés dans l'aventure en disant on va quand même réunir les personnes privées d'emploi et on va faire comme si ça pouvait marcher. Et donc, étaient venus des futurs salariés d'un de ces territoires et ils s'exprimaient devant les Thiernois. Et ça a été absolument un moment magique, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une écoute. Et ils se sont dit, peut-être que ça peut marcher. On n'y croit pas trop parce qu'on ne veut pas avoir de fausses espérances, mais peut-être que ça peut marcher. Et aujourd'hui, alors il y a énormément, on est certainement l'un des projets les plus évalués de France. L'évaluation, on peut la faire de plusieurs manières. Alors il y a les économistes qui n'ont que la valeur économique à la bouche, qui vont vous faire des cases pour vous dire ça marche pas, enfin bon, le modèle économique en lui-même.
Moi, ce qui m'aurait le plus marqué, c'est quand même des sourires. C'est-à-dire des gens qui ne souriaient pas, qui sourient à nouveau. Et donc, ce n'est pas de l'ordre de l'économique, vous voyez. Un projet de ce type, c'est un projet politique. Parce que vous avez, au sein de ces entreprises, des personnes qui peuvent voter Front National et des personnes qui peuvent être tentées par l'islamisme. Et d'un seul coup, ces personnes se reparlent. Et ça devient quelque chose de magique. Vous voyez ? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez une ambition pour votre territoire, vous pouvez peut-être essayer de réfléchir à une candidature de votre territoire lors de la deuxième loi qui devrait être votée. On repousse toujours le calendrier, mais devrait être votée dans les années qui viennent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a eu un vote, je disais, à l'unanimité des deux chambres la première fois, mais aujourd'hui, on sent très bien que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, n'est pas en faveur du projet. Elle n'est pas du tout en faveur du projet, et donc du coup, elle a lancé, il y a eu un écrit dans Le Monde d'un économiste du ministère du Travail qui est membre de la commission d'évaluation du projet et qui s'est complètement libéré de la collégialité du Conseil pour critiquer le projet, en ne le comprenant pas en plus, parce qu'il parle de contrats à durée déterminée, alors que chez nous, c'est que des contrats à durée indéterminée. C'est ça qui change les choses, et que les gens, d'un seul coup, peuvent penser au futur, peuvent se dire ça ne va pas durer 5 mois ou 6 mois ou 1 an, comme dans des chantiers d'insertion, et après, tout recommence comme avant. La véritable différence, c'est qu'ils ont une perspective de vie de long terme et pas simplement de survie sur 1 an de plus de gagner. C'est ça qui change tout. Et cet économiste a écharpé le projet dans les grandes manières. Et donc, on a eu de très grandes inquiétudes. Il y a eu des textes qui ont été publiés en contre, mais l'annonce a été faite qu'il y aura un deuxième projet. Dans quelles conditions, je n'en sais rien. Il peut y avoir aussi des modifications parce que il y a un fonds d'État qui abonde dans les premiers temps justement tout ce qui correspond normalement aux dépenses passives du chômage, donc les RSA, les minimums sociaux, tout ce qui concerne éventuellement la santé ou le logement, la CAF, etc., qui mis bout à bout font à peu près 75% d'un SMIC, et à charge pour l'entreprise à but d'emploi d'aller rechercher une valeur économique qui va représenter les 25% restants plus l'investissement. Donc un peu plus, mais du coup, vous avez quelque chose qui fonctionne hors marché, parce que ce n'est pas les coûts classiques. Vous avez des salaires qui sont fortement diminués pour une entreprise, vous comprenez? Et donc, vous allez pouvoir faire des choses qu'une entreprise classique pourrait faire, mais à des coûts qui ne seraient pas acceptables sur le marché. Et l'intérêt de la chose, c'est que vous avez plusieurs types de valorisation. Dans la société actuelle, la seule chose qui compte, c'est la valorisation monétaire. Dans une entreprise de ce type, territoriale, vous allez avoir un combat entre, d'un côté, des valorisations monétaires, il en faut une partie, mais il y aura aussi des valorisations sociales, des valorisations environnementales, et donc, du coup, vous allez pouvoir ouvrir un champ des possibles qui n'existe pas dans l'économie classique actuelle. Dernier point, c'est le parc naturel régional. Vous êtes dans un parc naturel régional. Il se trouve qu'un parc naturel régional n'a pas de compétences comme peut l'avoir une communauté de communes ou une commune. Elle a des missions, c'est-à-dire qu'elle, d'une certaine manière, elle essaye d'être un chef d'orchestre entre différentes échelles d'institutions publiques. Donc il y a les communes, il y a les communautés de communes, il y a les départements, ou les régions qui appartiennent au comité syndical, qui essayent d'avoir une vision commune pour un territoire donné. Et au travers de votre charte du parc, vous pouvez influencer très fortement sur les politiques publiques sur long terme. Et donc, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger,
pour un élu ou les élus que vous pourriez être, essayez d'être aux commandes le plus possible au sein d'un parc pour pouvoir influencer sur ses politiques publiques. Je vais donner un exemple, le parc d'Ivry-de-Forêt auquel moi j'étais vice-président de ce parc. En fait, il existe depuis 32 ans. Et avec Tony Bernard, donc, qui est celui qui nous a mis en relation, Marcel et moi, il y a eu tout un travail de fait pour justement initier une vision autre de la société au travers de la charte du parc. Et du coup, on a pu porter des choses sur ne serait-ce que des tentatives de relocalisation et d'économie circulaire au travers de l'alimentation, de la fourche à la fourchette, comment imaginer sur un territoire donné, depuis le monde agricole, la transformation, le transport des marchandises et la consommation dans un espace assez vaste, parce qu'on s'est groupé du coup entre le parc du Livre-de-Forêt et le Grand Clermont. Donc on a une grosse commune avec beaucoup de consommateurs. Et comment imaginer sur long terme, c'est-à-dire avec de nouvelles pratiques, avec moins de pollution, moins d'effets de serre, etc. Ce qui veut dire, en pensant au réchauffement climatique, moins d'apport en viande, par exemple, et du coup aller chercher des protéines ailleurs et avoir une vision globale de l'ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de porter depuis maintenant 3 ans sur ce sujet. Et vous voyez, c'est grâce au parc qu'on est capable d'engager des projets qui sont quand même à une échelle importante et qui peuvent changer localement, mais d'une manière plus générale, de changer des habitudes qui rentrent en résonance d'une manière universelle. Voilà. Sur la méthode, alors vous allez avoir un atelier sur tout ce qui est démocratie participative, mais véritablement, il y a un intérêt pour vous qui va au-delà de simplement un problème de philosophie politique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ensemble d'entre vous, j'imagine, vous êtes en accord avec le fait que les citoyens interviennent de plus en plus dans les décisions auxquelles la commune doit faire face. Ça a un intérêt qui dépasse simplement les idées de philosophie politique. C'est aussi un choix qui permet d'être beaucoup plus ambitieux, parce que dès lors que l'ensemble de la population sait où elle veut aller, dans son ensemble, vous allez démultiplier, on va dire, les possibilités, parce qu'il y a la commune qui va faire son bout de chemin, et les citoyens ou associations qui vont être engagés à vos côtés, et du coup, ça va renforcer l'ensemble du projet dans sa globalité. Voilà. Merci.